La lumière, la nuit. Elle nous fascine et nous est indispensable. Mais lorsqu'elle devient omniprésente, la lumière peut nuire. Stefanie Isuri vit à Innsbruck, dans le Tyrol autrichien, et s'est donné une mission, promouvoir un éclairage sobre et à bon escient, et lutter contre le mal obscur de la pollution lumineuse. La nuit, la lumière perturbe la faune et la flore, mais aussi les êtres humains. Elle est néfaste pour notre santé, physique et mentale, et nuit à notre bien-être général. Salut Peter. La nuit tombe et Stefanie, éco-conseillère pour la région du Tyrol, passe à l'action. L'objectif ? Attirer le maximum d'insectes. Elle sait que l'agriculture intensive et le bétonnage ne sont pas les seuls responsables de l'hécatombe des insectes. La lumière joue aussi un rôle. Peter Wehmer, spécialiste des papillons, a décrit dans plusieurs études ses effets sur les insectes. Avec Stefanie, ils vont effectuer un comptage. Le comptage permet d'estimer le nombre d'individus et d'espèces dans cet habitat précis. Si on fait la même chose dans 10 ans, ou même tous les ans, ça nous permettra de voir comment les populations d'insectes évoluent. Pour attirer les insectes, ils utilisent une source de lumière artificielle à forte composante bleue. Le même procédé pourra servir à évaluer les effets nocifs des éclairages dans les jardins ou sur les terrasses. L'inconvénient des éclairages, c'est qu'ils attirent les insectes et les font mourir sans la moindre raison. Nous les attirons pour recenser leurs effectifs, c'est justifié. Mais si j'installe un éclairage n'importe où et que j'attire des bêtes sans le vouloir, ça leur sera fatal. Réverbères, façades éclairées et panneaux publicitaires sont autant de pièges pour les insectes nocturnes. Beaucoup meurent brûlés au contact des ampoules ou d'épuisement à force de voler en rond. Certains se font gober par des prédateurs comme les araignées et les chauves-souris. D'autres sont comme tétanisés par l'obstacle de la lumière et ne peuvent plus se reproduire. Lorsque des insectes disparaissent, certains végétaux disparaissent dans la foulée, parce qu'ils dépendent de ces insectes pour la pollinisation. C'est un équilibre très subtil et nous le détruisons parce que nous n'avons pas conscience de son existence. Plus la lumière est froide, c'est-à-dire bleutée, plus son pouvoir d'attraction est fort. Environ 90% des papillons d'Europe centrale sont nocturnes et les pertes sont dramatiques. Nous ne pouvons pas les comptabiliser précisément parce que ce sont des insectes que nous ne voyons pas généralement, mais qui remplissent une fonction dans le cycle de la nature. La catastrophe lumineuse, c'est le nom du projet coordonné par Stefanie Isuri pour la Haute Autorité environnementale du Tyrol et pour lequel elle cherche à recruter de nouveaux compagnons de lutte. Christophe Malin, photographe spécialisé dans les paysages et les objets célestes, a une perception très fine des changements à l'œuvre dans sa région. Aux côtés de Stefanie, il se bat pour attirer l'attention sur les effets pernicieux de la pollution lumineuse. La plupart des gens ne lisent pas le texte. Ils ne regardent que les photos, qui leur donnent quand même un bon aperçu de la problématique liée à la pollution lumineuse, et notamment son ampleur. Ici, le relief permet de photographier la ville d'en haut, et les drones offrent encore plus de possibilités. Genau, ist alles aufgeladen.
Je mets un point d'honneur à utiliser la technologie moderne pour cartographier la pollution lumineuse au-dessus d'Innsbruck. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, puisqu'en tant qu'astrophotographe, je suis souvent sur le terrain, que ce soit à la périphérie de la ville ou dans les vallées environnantes. Le but des photos est de montrer comment se traduit le passage à l'éclairage LED au fil du temps. On va pouvoir le faire décoller. Il ne faut pas appeler d'abord? Ah oui, c'est vrai. Salut, ici Christophe Malin. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec la tour pour un vol de drone? Merci. On m'a dit de rappeler quand on était prêt à le faire décoller. J'ai hâte de visualiser le halo lumineux au-dessus d'Innsbruck. Il a dû beaucoup changer ces 5 à 10 dernières années, avec tous les éclairages LED qui ont été installés dans les rues. Les collectivités passent de plus en plus à l'éclairage public au LED. En effet, depuis 2009, l'Union européenne exige des éclairages plus performants. Comparés aux vieilles lampes à vapeur de sodium, les LED économisent jusqu'à 50% d'énergie. Mais leur efficacité a eu un effet pervers, à savoir la multiplication des éclairages, tant dans l'espace public que privé. Les zones d'activité économique sont très gourmandes en lumière, en particulier les grands magasins de meubles et surtout les zones industrielles qui sont implantées en banlieue et qui éclairent le paysage comme en plein jour. Après le drone, Christophe a recours à un appareil photo à capteur photosensible qui permet de zoomer encore plus et de localiser avec plus de précision les endroits où la lumière se diffuse en pure perte dans l'atmosphère. Remontée mécanique, aéroports, zones industrielles, rues, tout est suréclairé. En plus, au lieu d'être dirigé vers le bas, la lumière se propage souvent librement vers le ciel nocturne. Quelles sont les conséquences sur le travail de Christophe en tant qu'astrophotographe ? Pour nous, c'est très frustrant ce trop-plein de clarté. Avant, certaines vallées étaient des lieux très romantiques, où on pouvait aller se promener la nuit et admirer la Voie lactée. Mais depuis l'installation de nouveaux éclairages publics, il est fait 2 fois plus clair qu'avant. L'appareil photo repère les sources de nuisances lumineuses. Regarde. Les complexes sportifs, il fallait s'y attendre. Ce sont ces installations que Stéphanie va aller inspecter de plus près. La lumière bleue des LED affecte notre rythme circadien, et notamment dans les nombreuses communes qui ont choisi de remplacer leurs lampes à vapeur de sodium jaune par des LED et se conformer à la réglementation européenne. Les communes qui utilisent des LED dont la température de couleur est égale à 4000 Kelvin touchent des subventions parce qu'elles améliorent leur performance énergétique. Préserver les ressources, c'est une bonne chose, mais un peu partout, la grogne monte chez les riverains incommodés par la lumière trop crue des LED blancs neutres. Felicia Laue, de Hilpolstein en Bavière, vit dans une rue qui a été équipée de ce type de lampes. Ici, les lampes à vapeur de sodium ont été remplacées par des LED 4000 Kelvin en 2015. Le maire a expliqué à Felicia que c'était la norme en 2015. La lumière est tellement vive que je n'arrive plus à trouver le sommeil. Je passe des nuits blanches et à la longue, ça devient un sérieux handicap pour ma santé. Si encore il n'y avait que ce réverbère qui éclairait l'intérieur de ma maison. Mais il y en a un tas d'autres. Le lendemain,
Félicia se rend à la clinique du sommeil à l'hôpital de Nuremberg. J'espère qu'elle pourra me donner des conseils pour améliorer la qualité de mon sommeil. Et surtout, faire en sorte qu'il soit plus réparateur. Kneginja Richter, médecin en chef, interroge Félicia sur ses rituels avant le coucher. Passe-t-elle beaucoup de temps le soir devant son écran d'ordinateur ou sur son téléphone portable? Car cela peut avoir des effets négatifs sur le sommeil. Le soir, il est important de laisser de côté tablette, ordinateur, portable et même d'éviter de regarder la télévision. Parce que les écrans émettent beaucoup de lumière bleue, qui est toxique pour la rétine et qui inhibe la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Plus exactement, elle la supprime et on n'arrive pas à s'endormir. Notre rythme circadien est régulé en grande partie par la lumière. Ces deux schémas montrent comment, à travers nos yeux, la lumière régit notre horloge interne. La clarté du jour stoppe la production de mélatonine, qui est réactivée la nuit sous l'effet de l'obscurité. L'horloge interne agit comme un interrupteur pour la mélatonine. Il doit faire noir comment dans ma chambre? Il doit faire noir comme dans un four. Plus il fait noir, mieux c'est, puisque la mélatonine n'est produite que dans l'obscurité totale. Certaines personnes, notamment les enfants, éprouvent le besoin de dormir avec la lumière allumée parce qu'elles ont peur du noir. Mais c'est très mauvais pour la santé. La science continue d'étudier les effets de la lumière bleue sur notre organisme. À Nuremberg, Félicia Laue, qui estime que quelques éclaircissements sont nécessaires, a organisé une conférence pour sensibiliser aux problèmes de la pollution lumineuse. Avec ses collègues de la Société allemande d'horticulture et de paysagisme, elle espère une chose. Un public nombreux et concerné qui éteint systématiquement la lumière. Ça reste la solution la plus simple. La conférencière est Sabine Frank, guide à la réserve de ciel étoilé de la Rhône. Aujourd'hui, elle va parler des LED et de leurs effets. Sabine lutte depuis des années contre la disparition de la nuit. Elle a joué un rôle majeur dans l'attribution du label Réserve de ciel étoilé à la réserve de biosphère de la Rhône. Consultante auprès des nombreuses collectivités, elle est bien placée pour savoir que les LED connaissent un succès aveuglant. Cette triste évolution découle de l'application des directives européennes qui privilégient la performance énergétique au détriment de la performance environnementale. Si on était dans une démarche écologique globale, on se dirait qu'effectivement, avec les LED, on réalise des économies d'énergie. Mais ça n'empêche pas de regarder comment se diffuse la lumière et d'utiliser le spectre qui convient. Je dois choisir la bonne couleur pour créer le moins de nuisances possible, ainsi qu'un type d'éclairage dont je peux réduire l'intensité la nuit. Si on prenait en compte tous ces paramètres, on aurait un éclairage vraiment respectueux de l'environnement. Mais on a préféré tout miser sur un éclairage économe en énergie et la nature en fait les frais. Pour mettre l'auditoire dans l'ambiance, Sabine projette une photo de la réserve de ciel étoilé de la Rhône. Il existe un endroit, je vous le jure, où le regard peut contempler l'horizon sans rencontrer aucune lumière artificielle. Et aussi vrai que je suis ici devant vous, j'ai la chair de poule en le disant, il n'existe aucun endroit au monde où on se sente plus à l'abri, plus en sécurité que dans la nuit noire. Sabine aborde la question du cadre juridique et explique quels sont les recours si les habitants sont indisposés par la lumière la nuit. Beaucoup se sentent concernés. On a un lampadaire sur le trottoir qui éclaire directement notre chambre parce qu'elle se trouve au même niveau. Et on ne peut même pas rester assis dans le noir dans le jardin si on en a envie. J'habite juste en face d'une résidence universitaire. L'escalier reste éclairé toute la nuit. Ça éclaire jusque dans notre jardin. Il faut aller au service des nuisances de la sous-préfecture. Quoi? La lumière? On n'a jamais fait ça? Il doit y avoir un luxe sur le rebord de fenêtre.
Moi, quand j'ai mesuré récemment, j'ai eu droit à une grosse surprise. Il y avait 6 lux. Il faut mesurer ou faire mesurer l'intensité lumineuse, puis aller avec votre dossier au bureau des nuisances. Merci infiniment. C'était très bien. Je pense que nous serons tous amenés à nous revoir. Félicia se réjouit d'avoir trouvé des alliés dans sa croisade contre la pollution nocturne. Pourtant, l'hiver, quand les journées sont courtes, nous avons envie de lumière. Elle est vitale. Elle aide à s'orienter. Elle crée une ambiance. Elle favorise le sentiment de sécurité. Manfred Beck est artiste lumière. Depuis 2013, à la période de Noël, ces sphères lumineuses éclairent la Promenadeplatz de Munich. Les sphères sont constituées de 60 000 points lumineux LED. Il a baptisé son installation « Les cristaux de neige ». Sa conception a duré 3 ans. La lumière éveille des émotions, améliore la qualité de l'espace public, embellit les places des villes et la vie en général. On ne peut pas vivre sans lumière. Chacun de nous en a besoin. Ce soir, il affine les derniers réglages avec un technicien. Il faudrait atténuer encore un peu. Le technicien programme la commande de la lumière. Ça commence à gauche et ensuite ça se déplace vers la droite. Ça fait un cycle. Manfred crée avec la lumière depuis déjà 20 ans. Les avantages et les inconvénients des ampoules à incandescence, des tubes fluorescents et des LED n'ont plus aucun secret pour lui. Il sait quelle température de couleur engendre quel contraste et à quel moment la lumière donne le meilleur d'elle-même. Le principal avantage des LED, selon lui, est leur intensité variable et leur rendement énergétique. Quelle quantité d'énergie consomme son œuvre d'art ? 3600 watts, soit seulement 2 fois plus qu'un sèche-cheveux ou un chauffage d'appoint. Effet maximal, consommation minimale. Pendant les fêtes de Noël, les cristaux de neige font pétiller la place. Une lumière adaptée au bon moment et au bon endroit. C'est le credo de Manfred Beck. Je trouve qu'on en a besoin en milieu urbain, surtout qu'en hiver, il n'y a pas le problème des insectes. Dans les endroits plus sauvages, et pas seulement dans les réserves de ciel étoilé, qui doivent être encore plus épargnées, il faut veiller à ce que l'éclairage soit orienté vers le bas, avec une lumière d'un blanc chaud. Dans mon cas, il s'agit d'une installation lumineuse qui a une raison d'être esthétique et qui réjouit les passants. Les étoiles aussi offrent un spectacle réjouissant. La réserve de ciel étoilé de la Rhône est un des rares endroits en Allemagne où on peut les contempler dans toute leur splendeur. Ce label est accordé aux régions qui prennent des mesures pour préserver le paysage nocturne. Michael Zessler vient ici régulièrement. Cet astronome amateur cherche l'obscurité parfaite et sait qu'il peut la trouver dans la réserve de la Rhône. Tu crois qu'on verra beaucoup d'étoiles ce soir ? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Il y a trop de nuages. On ne peut que croiser les doigts. Sa petite amie Angie partage sa passion et espère que le ciel sera bien dégagé cette nuit. Les prévisions étaient plutôt favorables, mais le temps ne joue pas le jeu. Des nuages s'amoncellent. Une longue attente commence.
Moi, je suis prêt. Ciel, que fais-tu? Pour Michael, contempler le ciel étoilé est une expérience fondamentale qui change notre point de vue sur la planète. Les profondeurs infinies de l'univers. Il n'y a qu'à voir la distance à laquelle se trouvent les objets célestes dans notre système solaire, qui est gigantesque. La plus petite étoile se trouve déjà à plusieurs années-lumière. Elle ne sera peut-être même plus là d'ici quelques années. C'est une notion absolument fascinante. C'est au collège Walter Rathenau de Schweinfurt, en Bavière, que Michael s'est découvert une passion pour l'astronomie. L'observatoire existait déjà du temps de sa scolarité. Aujourd'hui, il organise des visites guidées, y compris pour des petits groupes privés. Nous sommes sur la terrasse extérieure de l'observatoire, sur le toit, quasi au 5e étage, mais à l'air libre. Et nous avons une vue magnifique sur Schweinfurt. Il voudrait transmettre sa passion des étoiles. Dans une ville comme Schweinfurt, une mission ardue. À peu près au-dessus de la centrale nucléaire, il y a Jupiter. Vous voyez les deux grosses planètes? Et juste au-dessus de nous, on voit un grand triangle clair. C'est ce qu'on appelle le triangle d'été. Pour l'instant, c'est le seul astérisme visible à l'œil nu. Mais il ne fait pas encore assez sombre. Peut-être auront-ils plus de chance en observant au télescope. Beaucoup de gens n'ont jamais vu la Voie lactée, et ils ne la verront pas d'ici. On ne distingue que les étoiles les plus brillantes. Le ciel n'est plus assez sombre autour de l'observatoire. Le collège se situe en face d'une zone industrielle. Les enseignes lumineuses ont-elles vraiment besoin de rester allumées toute la nuit? Pour mettre un terme à cette aberration, il a lancé une pétition en ligne. L'objectif est d'inciter nos dirigeants à réfléchir à la façon de juguler le problème. Il doit y avoir moyen de faire voter des directives ou des lois pour réglementer ce genre de choses. En Allemagne, contrairement à d'autres pays comme la République tchèque ou la Slovénie, il n'existe aucune loi contre la pollution lumineuse. La lumière figure certes sur la liste des nuisances ayant un impact négatif sur l'environnement, mais aucune valeur limite concrète n'a été fixée. Les Länder ont rédigé une directive énumérant des valeurs indicatives, mais celles-ci n'ont pas de caractère contraignant. En Bavière, depuis août 2019, l'extinction de l'éclairage des bâtiments publics est devenue obligatoire à 23 heures au plus tard. Et en dehors des villes, la lumière artificielle est généralement interdite pour ménager la nature. Retour à Schweinfurt. L'appareil de mesure, tout ça c'est pour l'observation. On a tout ce qu'il faut dans notre petite valise. Michael voudrait connaître l'intensité lumineuse autour de l'observatoire. Il a sollicité l'aide d'Andreas Hennel, docteur en physique et en astronomie, spécialiste de la pollution lumineuse. On va se mettre juste devant. Le panneau publicitaire en face de l'observatoire contrarie tout particulièrement Michael. J'ai hâte de connaître le degré d'intensité lumineuse devant ce panneau. La luminance est mesurée en candela par mètre carré. 9,1, 11,6, Autour de 10, 12,7. c'est une valeur tout à fait normale, très raisonnable. On ne peut pas dire que ce soit trop brillant. Ce qui est effectivement gênant, c'est la taille du panneau. Mais ces néons-là et les projecteurs là-bas, c'est encore pire. Le projecteur est penché. S'il était droit, il éclairerait uniquement où c'est nécessaire et il éblouirait moins.
L'observatoire est littéralement illuminé par ces projecteurs. Il y a vraiment matière à agir à ce niveau. Michael poursuit son exploration nocturne des publicités lumineuses qui fâchent. La tour SKF, sur les bords du Main, se reconnaît de loin. Combien de candélas mesureront-ils à cet endroit? 3,2. C'est extrêmement bas. C'est à cause de la lumière bleue. Malgré des valeurs plutôt faibles, les effets sur la nature sont très puissants. Le bleu émet une lumière à forte intensité qui irradie dans l'atmosphère et se reflète dans l'eau, ce qui perturbe les poissons. La lumière bleue traverse la surface de l'eau et peut influencer le comportement des poissons sur de grandes distances. C'est contraire au bon sens le plus élémentaire. Si toutes les zones industrielles affichaient des publicités aussi lumineuses, où irions-nous? C'est totalement absurde. Michael Zessler a beaucoup appris aujourd'hui et reste plus que jamais mobilisé contre la pollution lumineuse dans sa ville. Retour dans le Tyrol. Stéphanie Zouri traque les points noirs de la pollution lumineuse. Les puissants projecteurs d'un terrain de volley attirent son attention depuis longtemps. Nous sommes dans une zone périphérique, c'est-à-dire avec encore pas mal de nature. L'Inn coule juste à côté. Et le long de la rivière, il y a une bande boisée qui peut faire fonction de zone de liaison entre différents biotopes. La lumière a une incidence sur les animaux migrateurs, par exemple. Le niveau d'éclairage de ce stade est une hérésie. Il inonde tout le voisinage. Il est censé n'éclairer que le terrain, mais à cause de la réverbération et de l'intensité, il éclaire aussi sur le côté. C'est très visible ici. Et jusqu'à la rivière, en fait. La biologiste mesure l'éclairement avec un luxmètre. Pour les complexes sportifs comme pour les enseignes lumineuses, il y a des valeurs recommandées à respecter. Pour des petits terrains comme ça, c'est en moyenne 75 lux. Ces valeurs moyennes déterminent la quantité de lumière qui parvient jusqu'au sol. On est à 200. Et là, on est à 100, 110. C'est assez élevé. Je préférerais que ce soit nettement moins. Elle parlera à l'exploitant des terrains pour essayer de trouver une solution respectueuse de l'environnement. Stéphanie a rendez-vous à Terfens, un petit village près d'Innsbruck, où on la connaît déjà grâce à son projet La catastrophe lumineuse. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. On y va? En compagnie du maire Hubert Hussel et du concepteur d'éclairage Robert Gratzel, elle va inspecter les nouveaux réverbères qui devraient remplacer les lampes à vapeur de sodium. Il y a déjà eu beaucoup de discussions en amont. Aujourd'hui, il faut prendre une décision. Le petit groupe passe devant les vieux lampadaires et arrive à hauteur des nouveaux équipés de LED. La température de couleur prévue sera de 3000 Kelvin. Un niveau d'intensité très correct, mais Stéphanie n'est pas tout à fait convaincue et cherche à négocier. Honnêtement, par rapport aux lampes à vapeur de sodium, je trouve qu'ils éblouissent. Oui, quand on lève la tête, évidemment. Quand je regarde la vieille lampe, je suis moins éblouie.
Dans la rue, c'est assez homogène. Mais sur les côtés, ça éclaire un peu trop, non? Ce modèle est un peu trop large. Mais à mon avis, de ce côté-là, la lumière est bien occultée, tandis que la rue elle-même est bien éclairée. De l'autre côté, la lampe est claire, mais la rue reste dans le noir complet. C'est la grande différence. Le technicien doit se conformer aux normes européennes relatives à l'éclairage public, mais il dispose d'une marge de manœuvre. Stéphanie ne l'ignore pas. La sécurité est un aspect très important de l'éclairage. Voir et être vu permet d'éviter les accidents. Quand on éclaire les zones de circulation, il faut le faire en respectant les normes, car elles sont là pour améliorer la sécurité routière. Le travail de Stéphanie a porté ses fruits. Robert Gratzel explique que l'intensité lumineuse sera augmentée puis baissera en 3 temps entre le crépuscule et l'aube. La commune a clairement pris conscience de la pollution lumineuse. Nous avons transigé à 2700 Kelvin au lieu de 3000. C'est un bon compromis. Je peux m'en accommoder. C'est une bonne chose. Et j'espère que la population sera satisfaite de cet éclairage dans les prochaines décennies. Ce sont des petites victoires comme celle-ci qui encouragent Stéphanie à poursuivre la reconquête de la nuit.